Bonjour à tous. Nous sommes le mardi 28 octobre 2025 et notre cher ami John Helmer est avec nous. Bon retour parmi nous, John. Merci Nima. Heureux d'être de retour. Permets-moi de commencer, John, en te demandant de t'abonner et d'appuyer sur le bouton j'aime avant que nous commencions. Je veux débuter avec les dernières nouvelles de Russie, le nouveau missile appelé Burevestnik. Ce missile est à propulsion nucléaire. D'après la manière dont le président russe en parlait, il me semble qu'il essaie de montrer à l'Occident qu'il est prêt à toute forme d'escalade s'ils veulent aller dans cette direction. Quelle est ton opinion? Quel était selon toi le message s'il y en avait un? What was the message in your opinion, if there was some? L'élément important était l'emplacement, ainsi que l'accent que le président Poutine a mis sur le briefing tenu dans un poste de commandement conjoint des forces armées avec le général Gerasimov, chef d'état-major général. Le point essentiel dimanche était de démontrer les progrès politiques et militaires de la guerre, ainsi que la mesure dans laquelle la partie russe voulait faire comprendre que l'avancée impliquait désormais une série d'encerclements tout le long de la ligne de contact, menaçant une percée à tout moment et la destruction d'un très grand nombre de forces ukrainiennes, ainsi que l'effondrement de leur capacité à déplacer des réserves. Il manque de réserves. C'était là le point crucial. La raison exacte pour laquelle le Burevestnik, missile de croisière à propulsion nucléaire à longue ou illimitée portée, et potentiellement armé d'une ogive nucléaire, a été moins claire. Deux points. Le premier concerne ce qu'a dit Poutine. Le second est le comportement et la déclaration très étrange de son porte-parole 24 heures plus tard. D'un côté, Poutine a souligné, tout comme le général Gerasimov, lors de leur séance de questions-réponses, que ce qui a été testé, au point que le missile peut désormais devenir opérationnel et être affecté à des unités de combat, c'est qu'il possède une très longue portée, fonctionne à une vitesse d'environ 1200 km à l'heure, peut manœuvrer de manière à s'approcher d'une direction apparente, puis changer brusquement de cap, et enfin qu'il peut stationner en vol. Or, ces caractéristiques, et d'autres anciens militaires peuvent en parler de manière plus crédible et plus experte que moi. Les caractéristiques sont essentiellement celles par lesquelles la partie russe dit « Regardez, Monsieur le Président Trump en l'occurrence, nous avons une arme contre laquelle vous n'avez pas et n'aurez pas de défense. Et il n'y a rien de comparable dans votre arsenal. » Lorsque Poutine a tenu ce discours par le passé, le Burevestnik a été mentionné dans des allocutions antérieures, notamment lors du soi-disant discours sur l'état de la nation, ou adresse à l'Assemblée fédérale, que le président Poutine a prononcé à la fin du mois de février 2024. Il l'a toujours associé au souhait de la Russie de s'engager activement dans de nouvelles négociations sur la limitation des armements stratégiques et a laissé entendre que le déploiement du Burevestnik pourrait constituer une carte de négociation sur la table. Si les États-Unis acceptaient d'entamer des pourparlers et de convenir de nouvelles limitations dans le cadre du traité New START, le Burevestnik. Eh bien, cela a été dit en 2024 et le président Poutine l'a répété dimanche. Il a déclaré, et je regarde mes notes pour retrouver les mots exacts, « Nous allons devoir décider, nous devrons déterminer à quelle catégorie d'armes appartient ce nouveau système, identifier les modes d'emploi possibles et commencer à préparer l'infrastructure nécessaire pour l'intégrer à nos forces armées. » En d'autres termes, ils se préparent à déployer l'arme, mais ils doivent encore déterminer s'il s'agit d'une arme stratégique ou tactique, en raison de sa portée illimitée et d'autres caractéristiques.
Essentiellement, c'est un nouvel appel adressé aux États-Unis pour rouvrir les négociations sur le traité START. Et c'est un autre appel qui fait écho à la déclaration du vice-ministre des Affaires étrangères Galouzin, selon laquelle les États-Unis n'ont fait aucun pas vers la Russie concernant les discussions sur le nouveau traité START qui doivent expirer très bientôt, en janvier 2026, et que le président Poutine avait cherché à prolonger d'1 an. En un sens, c'est donc un avertissement adressé aux États-Unis. Pourquoi ne rouvrez-vous pas les nouvelles négociations sur la limitation des armes stratégiques? La deuxième chose qui s'est produite, et c'est assez étrange, c'est que 24 heures après la déclaration de Poutine, Dmitri Peskov a semblé le contredire. Ce que Peskov a dit, et je regarde à nouveau mes notes pour citer exactement, « Il n'y a rien ici qui pourrait ou devrait encore tendre les relations entre Moscou et Washington, surtout puisqu'elles sont déjà à leur minimum. Jusqu'à présent, seuls les premiers pas timides ont été faits pour sortir ces relations de leur précédent état de stagnation. » Un peu ambigu, je vous l'accorde. Oui, c'est l'état actuel des négociations entre les États-Unis et la Russie sur tous les fronts. La guerre en Ukraine, la limitation des armements stratégiques, la relance des relations diplomatiques entre le département d'État et la Russie. C'est vrai, mais il semblait répondre aux critiques américaines, selon lesquelles Poutine faisait du sabre en disant « Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas si grave ». À ce moment-là, le président Trump avait déclaré, et je peux vous lire ce qu'il a dit, que c'était intéressant et différent. Ils savent que nous avons un sous-marin nucléaire, le plus grand du monde, juste au large de leur côte. Donc, je veux dire, il n'a pas besoin de parcourir 8000 miles. Et il ne joue pas avec nous. Nous non plus, nous ne jouons pas avec eux. Nous testons des missiles tout le temps. Mais vous savez, nous avons un sous-marin nucléaire. Nous n'avons pas besoin d'aller à 8000 miles. Donc je ne pense pas que ce soit approprié que Poutine dise cela non plus d'ailleurs. Il devrait faire en sorte que la guerre se termine, dit Trump. Une guerre qui aurait dû durer 1 semaine en est maintenant à sa 4e année. C'est ce que vous devriez faire au lieu de tester des missiles. Maintenant, il y a 2 choses très étranges à ce sujet. Tout d'abord, Trump a clairement été informé du test du Burevestnik, car lorsqu'il est clairement informé, mais ne comprend pas vraiment, il se répète en quelques secondes. Ensuite, il dit « Nous pouvons vous menacer quand nous le voulons. » Et je ne suis pas menacé. C'est un jeu. Et troisièmement, il semble dire « Dépêche-toi, dépêche-toi Poutine, et termine ta guerre en Ukraine. » 3 choses. Maintenant, mes sources russes pensent que Trump a laissé entendre ou dit discrètement « Dépêche-toi et termine ta guerre. » Ainsi, le Burevestnik semble être une diversion entre les 2 camps sur le plan du sabre, des négociations et de la conduite de la guerre. John, quand il s'agit du ton de Donald Trump, cette partie russe, certaines personnes en Russie pensent qu'il dit « Dépêchez-vous, dépêchez-vous ». Qu'est-ce que c'était? Je ne comprends pas. Peut-être que, dans l'esprit des gens à Washington, cela a du sens, mais pour les Russes, non. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cela signifie que la Russie devrait aller détruire toute l'Ukraine? Eh bien, peut-être que plus tard, nous pourrons aborder le test cérébral de Trump et les scanners cérébraux qui ont été effectués plus tôt ce mois-ci à l'hôpital militaire Walter Reed à Washington, à propos desquels il y a maintenant des discussions sur la raison pour laquelle il a dû subir un scanner cérébral il y a 2 semaines. Donc, la question de ce que Trump veut dire quand il parle et de ce que la Russie doit faire, on peut tourner en rond là-dessus. C'est une matière inépuisable pour des tas et des tas de podcasts.
On pourrait faire des podcasts 24 heures sur 24 sur ce qu'il veut dire ou sur le fait qu'il soit lui-même cohérent dans ce qu'il veut dire. Voulez-vous demander quelle est l'attitude, le sentiment ou l'interprétation actuelle de la Russie à l'égard de la politique américaine après la menace des Tomahawk, après la menace d'autoriser des missiles alternatifs aux Tomahawk? Ils font référence aux missiles Storm Shadow des Français et des Britanniques et aux missiles Taurus de l'Allemagne. Et puis bien sûr, aux sanctions pétrolières plus sévères. Voulez-vous savoir comment la Russie interprète tout cela ou parlez-vous d'autre chose? Oui, cela pourrait faire partie de la réponse. Car à mon avis, la Russie ne veut pas que l'Ukraine devienne un État en faillite, un État totalement en faillite, à sa frontière. Après tout, soyons honnêtes, ils finiront par parvenir à une forme de règlement en Ukraine. Alors, que serait l'Ukraine après un tel règlement? Je pense que c'est très important pour la Russie comme pour l'Ukraine. Oui. Yes. Eh bien, c'est une question très importante que l'on ne pose pas souvent. Alors merci de l'avoir posée. Comment la guerre se termine-t-elle du point de vue russe? Comment la guerre se termine-t-elle? Il est une chose que toutes nos discussions, ainsi qu'une grande partie des débats dans les médias traditionnels et alternatifs, se concentrent sur les conditions d'un cessez-le-feu ou d'un accord de paix. Mais comment la guerre se termine-t-elle du point de vue russe? Sous bien des aspects, il est important de dire que la forme de menace à plusieurs étapes de Trump, les tuer net, selon ses propres termes, implique des attaques menaçantes suivies de cessez-le-feu, puis d'accords de règlement factices. Ce sont des processus en plusieurs étapes. 1, 2, 3, 4e phase de négociation, de menaces et de guerre de la part de Trump, qui se termine toujours lorsqu'il y a une résistance dans une guerre de 3e phase. Mais ces guerres ne se terminent pas. Les États-Unis n'ont pas l'intention de modifier leur politique fondamentale envers la Russie. C'est pourquoi la cause profonde de ce conflit, comme le répète la partie russe, ne sera pas abordée par Trump. Et la partie russe comprend bien cette tentative particulière, depuis 2021, avant même l'opération militaire spéciale, de parvenir à un pacte de sécurité mutuelle avec l'Europe et les États-Unis. Cela a été repoussé à plus tard, au-delà de 2028, quel que soit le président élu. Donc, à court terme, jusqu'en 2028, que considèrent les Russes comme une fin à la guerre? Eh bien, laissez-moi vous citer une source à qui j'ai posé cette question au cours des dernières 24 heures. Le taux de migration ukrainienne d'est en ouest va s'accélérer et il y aura une désintégration de la ligne de front, avec une percée sur l'un des axes critiques qui déterminera l'ensemble de la défense ukrainienne à l'est du Dniepr. Le départ de Zelensky et de Yermak suivra lorsque les commandants ukrainiens ne pourront plus ordonner à leurs forces de continuer à se battre ou de tenir leur position. Bien sûr, la Russie se satisfera des nouvelles lignes régionales et de la profondeur de la zone démilitarisée s'étendant vers l'ouest en direction de Kiev. Et comme tu le soulignes, Nima, le terrorisme bandériste, le terrorisme ukrainien, le terrorisme du régime de Kiev se poursuivra, mais il en ira de même pour les frappes de guerre électroniques et les assassinats menés par la Russie en réponse. L'Ukraine résiduelle sera dysfonctionnelle au point que la survie quotidienne primera sur la conduite de la guerre dans la manière dont les ressources seront allouées. Maintenant, primer ici signifie l'emporter, vaincre. Il n'est pas nécessaire que les Russes déclarent qu'ils ont fini de se battre. La situation parlera d'elle-même. La seule déclaration qui compte, c'est que le vainqueur est convaincu que l'adversaire ne se relèvera jamais. J'ai alors demandé à une autre source que signifie ne jamais se relever.
Cela veut dire que toute l'Ukraine deviendra une DMZ, une zone démilitarisée. Quant à la grande question que vous avez soulevée, devient-elle un État terroriste, une plateforme terroriste contre la Russie? Oui, c'est le cas. Mais c'est une plateforme terroriste, un niveau de combat que le camp russe estime pouvoir contenir par lui-même. S'il existe une zone démilitarisée suffisamment profonde, il ne doit y avoir aucune base, aucun conseiller, aucune troupe ni aucune installation d'armes de l'OTAN. L'Ukraine serait donc désarmée au point de ne pouvoir assurer qu'une sécurité interne de type policière sans disposer de la capacité d'attaquer la Russie. Vous avez demandé ce que le camp russe pense de la fin de la guerre. Il y aurait un cessez-le-feu surveillé par des unités neutres le long de la ligne de contact, et non par des unités de l'OTAN. Et à terme, il y aurait un traité entre la Russie et les États-Unis, négocié par Poutine et le président élu après 2028. Voilà l'idée russe de la manière dont la guerre se terminerait. Mais cela rejoint votre question. À quoi ressemblerait l'État résiduel? La réponse est qu'il serait démilitarisé, mais non dénazifié. Oui. John, une partie de l'état actuel des négociations, ou des discussions entre les deux camps, le camp russe et le camp occidental, réside dans le malentendu, ou d'une certaine manière dans le fait qu'ils ne se comprennent tout simplement pas. De quoi s'agit-il exactement? Parce que Donald Trump a déclaré qu'il y avait des files d'attente dans les stations-service en Russie, des gens qui attendaient, ce qui n'était pas le cas, comme je l'ai appris de Larry Johnson. Larry Johnson était en Russie, il a filmé certaines des zones qu'il a visitées, et il a dit qu'il n'y avait rien de comparable à ce que Trump avait décrit en Russie, à Moscou. Mais lorsqu'il s'agit de la compréhension plus large de l'OTAN, de l'administration Trump et des Européens, comprennent-ils vraiment quelles sont les conditions actuelles en Russie? Je fais une pause parce que tu demandes, est-ce qu'ils comprennent vraiment? Y a-t-il une évaluation du renseignement? Les dirigeants principaux de l'OTAN comprennent-ils? Trump lui-même comprend-il que, lorsqu'il parle de la vulnérabilité de l'économie russe, croit-il réellement qu'elle est aussi vulnérable qu'ils le disent? Je pense qu'ils ne peuvent pas se tromper sur la situation économique de la Russie. J'ai moi-même expliqué qu'il y avait eu des pénuries d'essence, surtout dans le sud-ouest. Larry Johnson n'a pas quitté Moscou, et ce qu'il a vu à Moscou ne décrit pas fidèlement la nature des pénuries de carburant. Elles étaient bien réelles et ont provoqué une hausse de la demande et des prix des produits pétroliers. Elles ont été pleinement reconnues et analysées par la presse russe. Désolé de t'interrompre, John. Était-ce à cause des attaques ukrainiennes et de l'OTAN contre les infrastructures en Russie, ou était-ce le résultat d'autre chose? Il est certain qu'il y a eu un certain impact sur la production des raffineries. Mais, dans le rapport Dancers with Bears que j'ai rédigé, il est clair qu'il s'agissait d'un problème logistique. Le problème de l'acheminement du carburant depuis les raffineries. Environ 30% de la production des raffineries a été brièvement, disons pendant 7 à 14 jours, affectée. Durant cette période, il y a eu un problème logistique pour transporter le carburant des raffineries en surplus vers les zones en déficit. Il y a donc eu une pénurie d'essence, particulièrement concentrée parmi les stations-service indépendantes et non celles des grandes compagnies pétrolières, ni à Moscou. Mais il y a aussi eu des personnes qui ont profité de la situation, à la fois dans l'industrie et parmi les consommateurs. Face à cela, et nous réagissons tous de la même manière, on fait des réserves, on stocke. Et la thésaurisation du côté commercial signifiait que des particuliers, des intermédiaires, exploitaient des pénuries ponctuelles, régionales, dans le sud-ouest,
afin de réaliser de plus grandes marges en vendant de l'essence, du gaz et d'autres carburants ailleurs. Tous ces problèmes étaient donc bien réels. Il faut comprendre que la Russie a la capacité de résoudre rapidement ces difficultés et elle a commencé à résorber la pénurie d'essence. Elle doit également protéger ses raffineries. Nous pouvons donc en venir à ce point. Les nouvelles sanctions frappent les raffineries. Environ un tiers des raffineries russes, celles de Rosneft et de Lukoil, dans leur capacité d'exportation. Elles touchent également les exportations de produits pétroliers, surtout non pas vers la Russie, ni vers la Chine ou l'Inde, bien qu'ils soient de grands acheteurs de produits pétroliers, mais vers la Turquie. Nous pourrons y revenir dans un instant. Votre question était, l'économie russe est-elle vulnérable à la guerre? La réponse est non. Et la réponse que j'ai essayé d'expliquer par écrit est celle que les Russes eux-mêmes donnent. Le plus grand dommage, et cela vient de Mikhail Delyagin, une voix majeure de la politique économique à la Douma d'État, ancien économiste de l'ère Eltsine, l'un des meilleurs et des plus critiques parmi les économistes de l'opposition. Mikhail Delyagin affirme que le plus grand dommage causé à l'économie russe ne vient pas de la guerre elle-même, ni des drones, des attaques de drones, ni même des sanctions. Il vient de la gouverneure Nabiullina et de la Banque centrale de Russie. Pourquoi? Parce que, et je ne crois pas que Larry Johnson en ait parlé, la Banque centrale de Russie maintient des taux d'intérêt extraordinairement élevés et Nabiullina a refusé de les réduire. La dernière baisse du taux directeur a fait passer le taux de 22 à 20, puis il a été abaissé à 16,5% le 24 octobre. La politique actuelle de la Banque centrale vise en réalité à ramener la croissance économique russe à zéro. Laissez-moi expliquer. C'est cela, le véritable dommage infligé à l'économie russe. Et cela est approuvé par le président et le Kremlin. Laissez-moi vous lire comment Nabiullina décrit cette politique. Je lis la déclaration de la Banque de Russie sur la réduction du taux directeur du 24 octobre. Citation. L'écart positif de l'économie russe par rapport à une trajectoire de croissance équilibrée se réduit. C'est ce qu'on entend par croissance nulle. Croissance nulle. Et elle a annoncé qu'il existe des facteurs ponctuels à l'origine de l'inflation, face auxquels elle maintient ses taux d'intérêt écrasants qui bloquent l'investissement. L'un de ces facteurs ponctuels est la hausse des prix des carburants. Il ne fait aucun doute que la Banque centrale reconnaît la pénurie et les anticipations inflationnistes à la pompe. Elle reconnaît également que l'inflation est provoquée par l'État, par l'augmentation de la TVA de 20% à 22%. Ce sont, si l'on veut, des impôts de guerre. Mais l'impact de l'effondrement total de l'économie vient de la Banque centrale. Et à ce sujet, je tourne la page de la déclaration. Ce que dit la déclaration de Nabiullina, en substance, c'est qu'elle est opposée à la poursuite de la guerre. L'un des facteurs de l'inflation, dit-elle, est la détérioration des conditions du commerce extérieur. C'est la manière dont une banquière centrale exprime que les sanctions américaines et européennes perturbent le commerce extérieur. En d'autres termes, la Banque centrale agit pour renforcer les menaces extérieures. Et dans cette nouvelle déclaration, attendez, je cherche parmi plusieurs feuilles de papier, elle le dit. Elle affirme qu'en 2026, nous aurons le même niveau de taux d'intérêt de la Banque centrale. Or, toutes les grandes voix du monde des affaires, et les consommateurs aussi, s'opposent à ce niveau de taux d'intérêt. Mais le président Poutine continue de la défendre. Et elle insiste sur le fait que cette réduction de 50 points de base de la semaine dernière sera la seule qu'elle effectuera, car l'année prochaine, elle entend maintenir ce taux d'intérêt très élevé. Et c'est là le principe, pour reprendre la déclaration de Delyagin,
la principale menace pour l'économie russe. Les puissances de l'OTAN, les États-Unis, comprennent-ils qu'il s'agit de blessures auto-infligées, qui peuvent être corrigées et qui ne répondent pas à leur effort de guerre? Ils le comprennent probablement, mais ils ne le disent certainement pas. John, tu as mentionné la situation avec la Turquie. Ce n'est pas seulement à propos de la Turquie. Tu sais, la pression exercée par les États-Unis sur la Hongrie et la Turquie. Il parle aussi de la Croatie. Et tu sais, ce n'est pas seulement à ce sujet. Il parlait aussi de la Chine et de l'Inde. Il semble que ce soit deux grands pays, des géants, beaucoup plus difficiles pour les États-Unis à mettre sous pression, sans subir en retour certaines répercussions sur leur propre économie. Mais lorsqu'il s'agit de pays comme la Turquie, la Hongrie, la Slovaquie, ce genre de pays, comment peuvent-ils leur mettre la pression? Avant d'en venir là, voici ce qu'a déclaré Matt Whitaker, l'ambassadeur des États-Unis auprès de l'OTAN, à ce sujet sur Fox News. Notre attente est que des pays comme la Hongrie, la Turquie et la Slovaquie, qui continuent d'acheter du pétrole et du gaz russe, élaborent un plan et le mettent réellement en œuvre pour se sevrer du pétrole et du gaz russe. Vous savez, la Hongrie, contrairement à beaucoup de ses voisins, n'a pris aucune mesure ni élaboré aucun plan concret. Nous allons donc continuer à travailler avec elle, ainsi qu'avec ses voisins comme la Croatie et d'autres pays qui peuvent l'aider à effectuer cette transition. De toute évidence, ce gazoduc risque également d'être fermé dans les années à venir. Donc nos amis hongrois ont beaucoup de planification à faire et nous allons les aider en tant que bons alliés à élaborer ces plans et à les mettre en œuvre pour se libérer du pétrole et du gaz russe. Jusqu'où l'Occident, ou disons ainsi l'administration Trump, irait-il dans cette direction pour leur mettre la pression? Autant qu'ils le pensent possible, autant qu'ils essaient actuellement de le faire. C'est une chose de parler des menaces. Le problème croate est sérieux pour la Serbie, car celle-ci a été sanctionnée par le biais de sanctions secondaires américaines qui empêchent ces entreprises publiques de pétrole et de gaz d'acheter auprès de Gazprom. Revenons donc en arrière. Dans une certaine mesure, la réaction face aux sanctions pétrolières américaines a été de dire qu'elles ne sont pas sérieuses. L'un des podcasteurs que j'ai entendu disait qu'elles ne sont ni sérieuses ni efficaces, car elles visent les actifs de Rosneft et de Lukoil aux États-Unis, alors même que ces entreprises n'y possèdent pas d'actifs significatifs. La sanction est symbolique, pas réelle. Cela méconnaît le fait que les sanctions pétrolières contre Rosneft et Lukoil exercent leur véritable effet au niveau secondaire. Et vous l'avez mentionné. La Chine et l'Inde sont les principaux acheteurs de pétrole brut, et ce sont elles qui sont visées par les sanctions américaines, destinées à couper, comme l'a justement dit l'ambassadeur Whitaker, le commerce du pétrole et du gaz russe, en l'occurrence le commerce du pétrole. Avec ses principaux acheteurs de brut, à savoir la Chine et l'Inde, puis de très petites quantités par l'URSS, la Turquie, et enfin une quantité infime en provenance du Myanmar. Mais le commerce des produits pétroliers est différent. La Turquie est le principal acheteur de produits pétroliers russes. Il s'agit du kérosène, de l'essence, du diesel, du mazout, du combustible pour chaudière, etc., ainsi que du carburant pour les navires. La Turquie est le principal importateur de produits pétroliers, suivi par la Chine et le Brésil, et je lis ici un rapport datant de juin ou juillet, puis la Chine, le Brésil, l'Inde et Singapour, qui réexportent les produits pétroliers russes, ainsi que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Ce sont tous des cibles. Et comme Whitaker vient de le dire, notre objectif est de détruire la capacité de la Russie à commercer.
la détruire. Cela nous amène à un niveau de guerre économique avec la Russie comparable aux sanctions imposées par Franklin Delano Roosevelt au Japon en juillet et août 1941. La première sanction, le 26 juillet 1941, a gelé tous les avoirs japonais aux États-Unis. On peut considérer cela comme comparable au gel des avoirs de l'État russe. Le gel de 300 milliards d'euros ou de dollars en 2022, immédiatement après le début opération militaire spéciale. Nous avons maintenant une tentative de couper entièrement toutes les exportations russes de pétrole et de produits pétroliers. C'est encore une fois une mesure sérieuse. Ce n'est pas anodin. C'est aussi grave que l'attaque de Roosevelt contre le pétrole japonais. Les circonstances sont différentes. Les Japonais dépendaient des importations de pétrole, tandis que la Russie dépend des exportations de pétrole. Je dirais d'abord que le marché ne pense pas que cela va fonctionner, et c'est ce qui importe. J'ai donc lancé Dances with Bears pour que le public puisse suivre les graphiques. Puisque c'est une affaire sérieuse, la question est la suivante. Comment le marché des contrats à terme sur le pétrole réagit-il aujourd'hui? Et s'attend-il à une pénurie d'approvisionnement qui ferait grimper les prix? Lorsque le président Poutine a été invité à réagir aux sanctions pétrolières de Trump, il a fait cette remarque. Nous pourrions le citer, mais en substance, il a déclaré « J'ai expliqué à Trump que si vous agissez de cette manière, vous allez restreindre l'offre de pétrole et de produits pétroliers sur le marché alors qu'il n'existe pas de source d'approvisionnement alternative. Si vous réduisez l'offre tandis que la demande reste constante, ou même augmente, ou diminue légèrement, vous perturbez tout de même la relation entre l'offre et la demande et vous provoquerez une hausse des prix. » Poutine a clairement dit « J'ai averti Trump, si vous perturbez le marché de cette façon, vos conducteurs feront face à une forte augmentation des prix de l'essence. » Et n'allez-vous pas entrer en période électorale l'année prochaine? Vous voulez une inflation du prix de l'essence aux États-Unis pendant que vous faites campagne? Cela aura de sérieuses conséquences pour vous. Poutine l'a clairement expliqué. Le marché, en revanche, et j'ai les graphiques, même si je ne vais pas les montrer, a réagi de la manière suivante. Il y a eu une hausse des prix sur 3 jours pour les contrats à terme sur le pétrole, pour le West Texas Intermediate, c'est la référence pétrolière américaine, et pour le Brent. Les deux ont augmenté. En regardant mes graphiques, le WTI a d'abord grimpé d'environ 10 à 12% en 3 jours, mais il s'est ensuite inversé et corrigé. Ce matin, le brut WTI se négociait environ 6,3% au-dessus de son niveau d'avant les sanctions du 20 octobre. Ainsi, le marché estime que pour le pétrole brut WTI, il s'agit d'une perturbation limitée de l'offre. Le Brent a augmenté d'environ 12% au cours des 3 premiers jours et est maintenant retombé à 6,5%. Le brut Ural, qui est le mélange russe destiné à l'exportation, a augmenté de 11% au cours des 3 premiers jours et n'a pas encore corrigé. Alors, que dit le marché? Le marché dit que vous n'arriverez pas à stopper le commerce. J'ai donc demandé à mes sources d'expliquer cela. Et je vais simplement citer ce qu'une source du commerce pétrolier russe m'a dit depuis Dubaï. Il est impossible d'arrêter le pétrole. Vous ne faites qu'ajouter davantage de transferts de navire à navire et quelques points de pourcentage supplémentaires pour les intermédiaires. Et c'est reparti. Le fait est que, tandis que tout le monde, et il veut dire tout le monde en Russie, se concentre sur les taux d'intérêt de la Banque centrale russe, on voit en réalité les compagnies pétrolières publiques et privées, ainsi que tout le système, agir de manière plus secrète que jamais. La nouvelle sanction n'empêche pas le pétrole de se transformer en argent, elle rend simplement le processus plus difficile, ce qui signifie plus de dollars par baril pour les intermédiaires.
Dans les milieux d'affaires, bancaires, économiques et politiques de Moscou, on est convaincu que les 10 points de pourcentage que tout le monde gagne sur les transactions pétrolières non déclarées continueront. C'est l'effet Trump. Nous, les Russes, n'en sommes pas ingrats. En d'autres termes, la sanction pétrolière ne fait qu'accroître le commerce noir du pétrole. Et même si l'on pouvait écarter ce type de trader, trop sûr de lui, dirait-on, on ne peut pas ignorer les chiffres du marché. Ceux dont le métier consiste à spéculer sur le prix du pétrole à 3 ou 6 mois estiment que l'impact sera très faible. Pourquoi? Parce qu'ils s'accordent à dire que le commerce deviendra plus opaque. Et l'ambassadeur Whitaker peut bien dire ce qu'il veut. Il agite les bras face à la mer qui avance. La mer de pétrole continuera de déferler. Et ces Américains qui pensent pouvoir contrôler cette mer et la faire reculer se trompent, simulent et nourrissent une ambition qu'ils n'ont pas le pouvoir de réaliser. Comment reliez-vous la situation du pétrole à ce qui se passe entre les États-Unis et le Venezuela? Parce que la situation devient critique, John. Même si l'on suppose que les États-Unis peuvent faire quelque chose au Venezuela, amener le pétrole vénézuélien sur le marché va prendre du temps. Cela ne se fera pas demain, ni dans 2 ou 3 mois. Cela prendra du temps. Comment devons-nous comprendre cela? Il semble que s'ils vont dans cette direction, ils ont une stratégie à long terme pour combattre la Russie. Ce serait l'objectif final, combattre et poursuivre le conflit, comme Zelensky en parle. Il prévoit de continuer à combattre la Russie pendant les 3 prochaines années. Quelle est votre opinion là-dessus? Je suis d'accord avec toi, Nima. Ils suivent tous le même schéma, simplement à des stades différents de la fabrication de la guerre. Maintenant, laisse-moi faire une remarque générale, puis nous aborderons la question vénézuélienne. Il est très important que nous parlions du Venezuela. Pour chacune des soi-disant initiatives de paix de Trump, 8, 9 ou 10 selon son propre décompte, il y a une initiative de guerre de Trump. D'accord. Et celle-ci comporte, je pense qu'on peut le dire, 3 étapes. D'abord, Trump commence par le discours du « les éliminer complètement » et sa déclaration à propos des soi-disant trafiquants de drogue vénézuéliens, sur laquelle nous reviendrons dans un instant, était un mensonge total. C'était « nous les éliminons complètement ». Il l'a dit. C'est ce genre de discours qui, combiné aux sanctions et aux attaques contre des secteurs économiques, comme la capacité du Venezuela à exporter du pétrole, s'appelle des sanctions contre un ennemi. On les appelle des tarifs douaniers lorsqu'ils sont appliqués à des États neutres ou alliés. À ce stade, la guerre de Trump vise essentiellement à provoquer une reddition intérieure, menée par une 5e colonne de politiciens, d'entreprises ou d'agences de sécurité gouvernementales, de généraux et de policiers, qui ont été cultivés au fil des années par la Central Intelligence Agency, le département d'État ou le Pentagone. Et cette 5e colonne doit être mobilisée. D'abord, nous l'avons vu lorsque Israël et le Mossad ont tenté de pousser à un changement de régime en Iran au début de la guerre de juin. Puis, comme nous l'avons vu au Venezuela, il y a d'abord eu la candidature de Guaido s'opposant au gouvernement élu, et maintenant nous avons la femme lauréate du prix Nobel, Machado. Ce sont les 5e colonnes établies par les États-Unis à l'intérieur de l'Iran, du Venezuela ou de toute autre cible potentielle. La Russie a eu son Alexei Navalny et d'autres. L'approche de la 5e colonne, combinée au discours du type « tuez-les jusqu'au dernier » et aux sanctions économiques, constitue la première phase de guerre de Trump. La deuxième phase de guerre survient lorsque les candidats de la 5e colonne échouent à se mobiliser efficacement, comme ce fut le cas avec Guaido. Lorsqu'il y a une résistance efficace, ce qui suit, ce sont des négociations.
Trump envoie alors des émissaires spéciaux. C'était Richard Grenell au Venezuela, c'était Stephen Biegun avec l'Iran, c'est Stephen Biegun avec la Russie, c'était Kushner et Biegun avec Israël et Gaza. And Witkoff with Israel and Gaza. These special emissaries then combine a combat. Ces émissaires spéciaux utilisent alors un mélange de pots de vin et de menaces de violence accrues, essayant d'élaborer une feuille de conditions sur laquelle cette soi-disant paix pourrait être arrangée. Lorsque cela échoue, lorsque la résistance aux conditions de négociation américaines se révèle solide, comme cela a été le cas partout, y compris en Iran, au Venezuela, au sein du Hamas, en Russie, en Chine, en Inde et en Corée du Nord, Trump se retrouve face à un problème. Et il résout ce problème, soit en intensifiant jusqu'à une frappe violente massive, comme il l'a fait contre l'Iran, soit en accumulant des préparatifs de violence, comme il le fait actuellement contre le Venezuela, soit en se retirant. Il se retire alors sous le couvert d'un écran de fumée, d'une nature ou d'une autre. He retreats under cover of a smokescreen of one kind or another. Ceasefire is one of the smokescreens he's used. Le cessez-le-feu est l'un des écrans de fumée qu'il a utilisé à différentes étapes de ses campagnes militaires par le passé. Revenons donc à la troisième phase de la guerre menée par Trump contre le Venezuela. Que se passe-t-il réellement? Eh bien, nous savons que l'amiral Horsley, le commandant des opérations au Venezuela, a démissionné plutôt que de poursuivre le commandement. Il ne l'a pas déclaré publiquement. Mais des podcasteurs ont expliqué, et c'est vrai, que Horsley estimait, comme de nombreux généraux américains en poste, que les ordres du commandant en chef étaient illégaux et anticonstitutionnels. Et Horsley a eu le courage de démissionner. Vous vous souviendrez, et nous en avons parlé la dernière fois, que le président Trump avait ordonné à 800 de ses officiers d'état-major de se rassembler devant lui et avait dit « Si vous ne voulez pas obéir, vous pouvez quitter la salle ». If you don't want to obey, you can leave the room. And Horsley didn't leave the room, but he did later. Et Horsley n'a pas quitté la pièce à ce moment-là, mais il l'a fait plus tard. Alors, où en sommes-nous? À ce jour, d'après mon décompte, il y a eu 9 frappes militaires distinctes menées par des drones ou des missiles américains contre des trafiquants de drogue présumés vénézuéliens. La guerre contre la drogue n'est pas une nouvelle guerre contre une cible aux États-Unis. J'ai écrit un livre il y a 50 ans sur les guerres contre la drogue depuis 1889 et 1890 en Californie. Rien de nouveau de ce côté-là. Cette fois, la guerre contre la drogue sert de camouflage, de rideau de fumée pour un changement de régime au Venezuela. Tout le monde qui écoute le comprend. Mais les attaques elles-mêmes, Trump a montré les images, la vidéo d'un hors-bord ou d'un prétendu sous-marin frappé et détruit. Aucune d'entre elles n'a été associée à des coordonnées géographiques précises. Nous savons qu'au moins 2 des 9 incidents se sont produits dans l'océan Pacifique. Or, le Venezuela n'a pas de côte pacifique. Il n'existe donc aucune cartographie fiable montrant que les personnes à bord se trouvaient dans les eaux vénézuéliennes, comme on l'a affirmé. Je tourne simplement ma page pour regarder quelques cartes que j'ai mises en ligne sur le site. Le journalisme d'investigation, principalement issu des médias espagnols, pas des médias américains, ni même des médias alternatifs aux États-Unis, a apporté les preuves. Mais ces preuves montrent qu'il n'existe aucune trace de trafic de drogue, de cargaison de drogue, ni de capacité de ces vedettes rapides à transporter une quelconque cargaison sur 1000 milles nautiques vers le nord jusqu'à la côte de Floride la plus proche. Ainsi, l'affirmation selon laquelle elle représentait les États-Unis est un mensonge. C'est faux. Ce que nous savons, et c'est très intéressant, grâce aux 2 survivants de la prétendue attaque sous-marine du 16 octobre, c'est leur nationalité. L'un d'eux, un homme nommé Andrés Fernando Tofiño, est équatorien, et il a été renvoyé dans son pays. Il a eu de la chance de ne pas être tué à bord du navire américain qui l'a secouru, ni dans l'eau, car il apporte la preuve qu'il ne se trouvait pas dans les eaux vénézuéliennes,
et ne faisait partie d'aucun plan vénézuélien. Bien sûr, les Équatoriens, y compris sa famille, et CNN à son crédit, ont publié une interview de sa sœur qui affirme qu'il était un simple pêcheur. Eh bien, les simples pêcheurs ne gagnent pas beaucoup d'argent dans ces pays et peuvent très bien transporter des cargaisons de contrebande. La Cornouailles, en tant que comté d'Angleterre, a vécu plusieurs siècles grâce à la contrebande. Y a-t-il une menace liée à la drogue venant du Venezuela de M. Tofino? Non, il n'y en avait pas. From Mr. Tofino? No, there wasn't. Was he acting with Ecuadorian? Agissait-il avec des trafiquants de drogue équatoriens ou colombiens en direction des États-Unis? Peut-être, mais il n'était pas vénézuélien. L'autre survivant était colombien, un homme nommé Obando Pérez. Il a été rapatrié en Colombie dans un état physique grave, mais rien n'indique que l'un ou l'autre était d'origine vénézuélienne, qu'ils aient été attaqués dans les eaux vénézuéliennes, ou qu'ils représentaient ce que Trump utilise comme prétexte pour faire la guerre au Venezuela. Donc, même si l'on prenait la peine d'aller plus loin que ce que je viens de vous citer, sur la base d'El País et d'autres enquêtes médiatiques, cela montre que Trump est un menteur. Trump simule. Qu'y a-t-il de nouveau dans le fait que les États-Unis partent en guerre contre des pays sur la base de faux prétextes? Après tout, Lyndon Baines Johnson a inventé la soi-disant fausse attaque vietnamienne contre un navire de guerre américain dans le golfe du Tonkin pour justifier l'escalade au Vietnam, qui a marqué le début des grandes opérations militaires, où la résistance vietnamienne, le Viet Cong et l'armée populaire du Nord-Vietnam ont vaincu l'armée américaine. Nous en sommes donc à la troisième étape avec le Venezuela. La question est, seront-ils capables de se défendre contre les types d'attaques qui pourraient survenir? Et que va-t-il se passer? S'agit-il simplement d'une démonstration massive de force destinée à effrayer le peuple vénézuélien sans être réellement utilisée pour attaquer? C'est une possibilité. Trump pourrait essayer de mobiliser Mme Machado pour créer une sorte de perturbation interne, des protestations qui déclencheraient des manifestations, des victimes, peut-être même des victimes auto-infligées si la police de Maduro ne tire pas, mais que des agitateurs travaillant pour la CIA le font. Nous avons déjà vu cela auparavant, une provocation de type Maïdan. Si cela devait se produire, nous pourrions facilement reconnaître le scénario américain. Madame Machado pourrait être blessée, d'autres pourraient être tués, et elle ferait appel à une intervention des États-Unis pour sauver des vies. On peut alors imaginer Trump annonçant au peuple américain et au monde qu'il intervient pour sauver des vies. C'est ce qui pourrait arriver. La question est donc de savoir si les deux principales puissances soutenant l'économie vénézuélienne, la Chine, qui est le plus grand investisseur étranger au Venezuela et le principal destinataire du pétrole vénézuélien, et la Russie, permettront et aideront Maduro d'abord à dissuader une telle intervention aérienne américaine, le déploiement de forces spéciales, et ainsi de suite, pour la dissuader ou pour la combattre. Car si Trump devait lancer une telle intervention, se retrouverait-il face à une nouvelle baie des cochons? Et c'est là qu'il faut rappeler à tout le monde que la seule chose en laquelle Trump croit dans son approche en 3 étapes de la guerre, c'est qu'il peut démontrer une telle puissance, anéantir, comme il l'a dit à propos de l'Iran, qu'il peut atteindre la paix par la guerre. Mais la seule chose qui freine cette ambition, c'est la perspective de la défaite, la perspective de subir des pertes, la perspective qu'un avion américain soit abattu, qu'un marine, un membre des forces spéciales ou un commando débarquant au Venezuela soit confronté à une défense beaucoup plus forte que prévu et soit anéanti, une baie des cochons. Le président Trump peut-il risquer, avec le Venezuela, une baie des cochons? Une baie des cochons pouvait être surmontée par John F. Kennedy,
bien qu'il n'ait lui-même pas survécu très longtemps après cela. Mais Trump ne le pourrait pas. Une défaite du type de la baie des cochons sur une côte vénézuélienne serait dramatiquement préjudiciable au régime Trump et à toute son idéologie, en 3 étapes, selon laquelle faire la guerre signifie faire la paix. John, nous avons appris hier qu'un avion russe, précédemment lié au groupe Wagner, est arrivé au Venezuela, ce qui soulève certaines questions. Que fait la Russie au Venezuela? Et si le Venezuela reçoit une forme d'aide de la Chine, de la Russie, voire de l'Iran, pensez-vous, en observant le Sud global et leur réaction à ce qui se passe au Venezuela, qu'ils réagissent de manière appropriée? In a proper way? Correct. Nous avons entièrement, le monde a perdu toute notion de bienséance. Nous sommes en guerre, comme vous l'avez dit, à travers le Sud global, en Europe et en Extrême-Orient, parce qu'il n'y a pas de fin à ces opérations en 3 étapes du type « les guerres de Trump signifient la paix ». Appelez cela de l'impérialisme, pour faire court. J'ai publié, pour que notre public puisse s'y référer s'il le souhaite, un compte-rendu des relations de la Russie avec le régime Maduro, le gouvernement Maduro, et avant cela, avec le gouvernement Chavez. J'ai examiné la terminologie des engagements dans l'accord de partenariat stratégique russo-vénézuélien qui vient d'être ratifié par la partie russe. Il a été ratifié il y a environ 1 mois par la partie vénézuélienne et signé plus tôt cette année. M. Maduro faisait partie des invités au défilé militaire du 9 mai sur la place Rouge. Il existe une certaine réticence du côté russe et une réticence encore plus marquée du côté chinois à prendre explicitement le parti du Venezuela dans sa défense contre les États-Unis. Notre public dispose peut-être d'une meilleure documentation que moi pour ce soir, ou ce matin, ou cet après-midi selon l'endroit où vous vous trouvez, sur les déclarations chinoises en soutien au Venezuela attaqué. Mais je n'en ai pas vu. Cela ne signifie pas que, secrètement et discrètement, les grandes puissances comme les plus petites, dotées de capacités de résistance bien supérieures, comme l'Iran, ne font pas ce qu'elles peuvent. La question demeure celle du secret. Et je dois dire que je ne le sais pas moi-même. La question pour les États-Unis est de savoir ce que leur capacité de renseignement leur indique sur la montée en puissance de la défense du Venezuela, au point d'infliger un niveau de perte que les États-Unis ne peuvent pas accepter, une possibilité de type baie des cochons. Je n'ai pas non plus la réponse à cela. Ce que le président Poutine cherche à faire, c'est tenter de résoudre les menaces de guerre de 3e phase venant de Trump en ce moment, tout en essayant de conserver autant que possible le soutien du tiers-monde et des BRICS pour la Russie, en comprenant que ces tentatives de négocier un règlement de 2e phase avec Trump ont échoué. Et à mesure qu'elles échouent, la partie russe doit démontrer sa bonne volonté en cherchant à se défendre. Elle agit de toutes sortes de manières pour soutenir l'Iran discrètement. Il existe, disons, un partenariat stratégique plus explicite avec l'Iran, mais pas aussi explicite en matière de défense mutuelle que celui entre la Russie et la Corée du Nord. C'est le plus fort. Une attaque contre l'un équivaut à une attaque contre l'autre. Un arrangement de type article 5 du pacte de l'OTAN, un accord de sécurité, un pour tous, tous pour un. Cela existe entre la Russie et la Corée du Nord, mais cela n'a pas encore été mis à l'épreuve. Cela n'existe pas officiellement, sur le papier avec l'Iran, mais c'est testé à un niveau de capacité de dissuasion russe contre Israël et une autre forme d'attaque américaine. Est-ce que cela se développe très discrètement et secrètement avec le Venezuela? Je ne sais pas.
Merci John, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Thank you, Un grand John. plaisir Thank you comme so much toujours. for being with us Merci today. de m'avoir invité, Great Nima. pleasure, as always. Thank you for having me, Nima. See Et c'est une prochaine prochaine. See you. À bientôt.